Bonjour à tous, aujourd'hui retour sur la conférence de Madame Ginette Kolinka que nous avons eu la chance de rencontrer il y a peu. Cette rencontre s'est faite dans la grande salle de la fresque au collège Roger Vercel qui nous a fait l'honneur de nous inviter à cette conférence. Cet échange a été rythmé par des moments touchants, des moments de rire et encore beaucoup d'autres émotions, notamment du suspense. Mais comment a-t-elle fait pour s'en sortir ? Ça a été un échange réellement touchant et enrichissant pour toutes les personnes présentes à cette conférence. Nous vous laissons alors découvrir l'histoire de cette femme de caractère et comment est-elle revenue d'Auschwitz. Voilà, prends un petit café et voilà. Je vais remettre le micro pour Madame Kolinka. Je voulais juste, avant de laisser la parole, remercier deux personnes. Madame Pinto, qui m'a proposé ce projet d'accueil de Madame Kolinka depuis le mois de juin l'année dernière et qui a suivi tout le projet. Et surtout, remercier très chaleureusement Madame Kolinka d'être ici. Madame Kolinka, c'est un cadeau que vous nous faites. Quelques jours avant Noël, c'est un cadeau que vous nous faites d'être ici. Voilà. En attendant, je vous dis bonjour à tous de nouveau. Et je suis prise de court parce que j'ai des petites manies, des petites habitudes, mais je ne pensais pas qu'elle allait attaquer. Vous ne me laissez pas chouiner. Eh bien, jeune homme, comment vous trouvez-vous? Comment? En forme. En forme, vous trouvez-vous? C'est pas ça que je pose mal ma question. Est-ce que vous me trouvez comme quelqu'un de normal ou comme quelqu'un d'anormal? Normal. Non. Je vois une petite jeune fille là. Et vous? Arrêtez de me sourire. C'est la question. Vous tournez la tête. Et vous? Comme quelqu'un de normal. Bon, Quelqu'un de normal. d'accord, très bien. Ben, moi aussi. Et bien, pour un monsieur qui s'appelait Hitler, j'étais pas normal. Et pourquoi j'étais pas normal? Parce que j'étais juive. Et que Hitler haïssait, détestait les juifs. Pourquoi? On n'en sait rien. Certains disent qu'il avait un grand-père qui était juif. Ce grand-père a été très très sévère. Voilà une raison pour lui de détester les juifs. Il lui dit qu'il avait une nounou qu'il adorait. Et puis du jour au lendemain, la nounou disparaît. Elle ne lui a même pas dit au revoir. Donc voilà encore une autre raison qui pourrait faire qu'il déteste les juifs. En fin de compte, beaucoup de personnes détestent les juifs sans savoir pourquoi. Longtemps, on écoute de tout temps, on a dit les juifs, les juifs, les juifs. Alors voilà. Bon, et bien moi je suis devant vous, je suis juive, vous me trouvez normal, et moi aussi je me trouve normal. Hitler, lui, ne trouve pas normal. Hitler déteste les juifs. Hitler veut tuer tous les juifs d'Europe. Il gagne la guerre, il va mettre son projet à exécution. Mais comme on est comme tout le monde, comment voulez-vous qu'ils nous reconnaissent? Alors, en Allemagne, il faisait promener les juifs avec un panneau sur le poitrail qui disait qu'il était juif. En France, ça ne va pas être comme ça. En France, on va nous obliger à aller, alors je ne sais pas en province comment c'était, mais à Paris, il fallait aller dans les bureaux du commissariat où on habitait. Là, on déclinait nos identités et quand on sortait de ces bureaux, on avait sur nos cartes d'identité, montrer la carte d'identité, un gros tampon marqué juif. Mais, mademoiselle devant moi, où est votre carte d'identité? Dans votre sac. Jeune homme, vous voyez là, où est votre carte d'identité? Comment?
Qui c'est qui me répond? Ah bon, ça fait rien. Non, non, mais c'est pas grave. C'est parce que j'avais mon regard dirigé sur quelqu'un. C'est pas grave, l'un ou l'autre, c'est pareil. Chez vous. Et bien vous, justement, vous avez votre carte? Dans ma voiture. Là. Dans sa voiture. La voiture, parce que je suis à une voiture. Oui, on ne se balade pas avec sa carte d'identité au bout des mains. Donc, eh bien, Hitler veut nous humilier en même temps. Alors, si notre carte d'identité avec le tampon juif est cachée dans la poche, dans le portefeuille, à la maison, eh bien, on n'est pas humilié. Donc, il va nous obliger à porter sur nos vêtements une étoile en tissu jaune, bordée de noir, et marquée à l'intérieur juif. Tout le monde, maintenant, voit cette étoile, et tout le monde voit qu'on est juif. Donc, ils vont promulguer des lois, et les juifs, eh bien, vont plus avoir grand-chose à faire. Alors, mon père avait un petit atelier, vous avez montré mon père? Voilà, il est là. Mon père avait un petit atelier, il fabriquait des imperméables, il avait 2 ou 3 ouvrières, elles n'étaient pas juives, lui il était juif, il n'avait plus le droit d'être en contact direct avec les non-juifs, donc il n'a plus le droit d'être dans son atelier. J'ai 2 sœurs qui font les marchés, elles sont derrière leur étalage, elles vendent à qui s'approche, elles n'auront plus le droit d'être derrière leur étalage. Il y a des personnes, comment ces personnes étaient-elles désignées? Il y avait un commissariat aux affaires juives, peut-être que les personnes qui voulaient remplacer les juifs dans leur travail, peut-être aller là, moi je veux, peut-être, ou bien peut-être qu'on les désignait d'office, je n'en sais rien. En tous les cas, mon père ne peut plus travailler, mes sœurs ne peuvent plus travailler. Normalement, Ginette, elle doit s'inquiéter. Comment l'argent va rentrer à la maison? Mais Ginette, elle est la plus jeune de toute la famille. Donc, à âge égal, quand vous êtes la petite dernière ou quand vous êtes l'aînée, eh bien, ce sont 2 personnes différentes. Moi, je suis la petite dernière, je n'ai rien dans le crâne. Papa ne peut pas travailler, mes sœurs ne peuvent pas travailler, et bien chouette, on va toujours être ensemble. Je ne pense pas du tout aux questions argent. On est resté comme ça pendant 2 ans, comment cause papa a fait, j'en sais rien. En attendant, moi je suis contente, moi j'ai le droit d'aller, j'ai le droit de faire des études jusqu'au bac. Pour les juifs, on n'aura pas le droit d'être en faculté. Mais je n'ai même pas été jusqu'au bac, je me suis arrêtée avant. Donc, je suis là avec mes sœurs, elles ne travaillent pas, je me promène avec elles, moi je suis contente. Avant, quand le papa travaillait, eh bien, chacun déjeunait à des heures différentes. Le déjeuner, on le prenait aux endroits où les personnes étaient, on se retrouvait qu'à dîner. Et bien là, maintenant, on est toujours ensemble. Et moi, ça me plaît. On va être comme ça jusqu'en 1943. En 1943, la France est complètement occupée. Il n'y a plus de zone libre, il n'y a plus de zone occupée. On est là. Et un monsieur vient nous trouver. Il nous apprend qu'il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Ce dossier nous dénonçait, non pas parce qu'on était juifs, puisque de nous-mêmes on s'est fait recenser, non, on est dénoncé parce qu'on est communiste. Vous connaissez les opinions de vos parents, vous ne les connaissez pas, en tous les cas, moi je m'en occupais pas du tout. Par contre, on partageait l'appartement avec ma sœur aînée et son mari, et eux, je trouvais qu'ils avaient un comportement un peu spécial. Ils avaient beaucoup d'amis, c'était jamais les mêmes, qui arrivaient tôt le matin, partaient tard le soir, il y en a qui restaient 1 journée, 2 journées sans bouger. Je voyais bien que c'était des gens qui n'étaient pas tout à fait vivre normalement. Je les prenais pour des résistants. Alors, j'apprends qu'ils sont communistes, mais
Hitler craignait les communistes parce que parmi les communistes, il y avait justement des résistants et puis craignait leur propagande. Donc ce monsieur nous prévient, vous êtes communiste, vous êtes juif, attention, vous allez être surveillés de très près et il nous conseille d'aller en zone libre, ça sera moins dur. Zone occupée, zone libre, c'est comme si c'était deux pays différents. Mademoiselle, devant moi, qu'est-ce que l'on fait pour aller d'un pays à un autre, d'après vous? Vous ne savez pas? Si? Non? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment l'on fait pour aller d'un pays à un autre? Non, personne? Aucun? Et vous savez qu'aucune question aucune réponse n'est ridicule. Il y a quelqu'un qui peut répondre. Vas-y. Bon, alors, vous questionnez. On donne son passeport. Voilà, il faut des papiers d'identité. Est-ce que tu te rappelles ce que j'ai dit de papier d'identité que j'avais? Tu t'en rappelles? Oui. C'est un tampon juif. Bravo. Tu te serais pas rappelé, tu avais 100 lignes à faire. Eh bien oui, alors ce fameux tampon juif nous empêche de quitter la région où on s'est fait recenser. On peut, mais il faudra des autorisations à laisser passer. Donc, comme c'est parce qu'on a envie de donner de taille, on va prendre des faux papiers, et tant qu'à faire de prendre des faux papiers, on va choisir des noms de consonance bien françaises. On peut être étranger sans être juif, mais dire que vous avez un nom qui sort de l'ordinaire, vous savez d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, eh bien, on ne nous posera pas de questions, on a un nom bien français. Je ne me rappelle pas le nom qu'on avait pris. Cette personne nous a indiqué où eux ont été baptisés, quelle église ils ont fait leur première communion, quelle église où leurs parents se sont mariés. Les églises, ça ne change pas d'adresse, donc on pourra toujours vérifier. Maintenant, on a ces faux papiers et on va passer. Alors, mon père ne veut pas qu'on passe tous ensemble. Il va nous partager en 4 groupes. 2 groupes, aucun problème. Ils sont en zone libre, très bien passé. Un groupe, c'est mon père, ma mère, une demi-sœur. Ils ont rendez-vous, ils doivent aller à la gare de Lyon, Paris, ils prennent le train jusqu'à Lyon, arrivés à Lyon, ils doivent être dans une voiture, dans un wagon, une voiture, et quand ils vont descendre de cette voiture, quelqu'un va les attendre à la descente de la voiture. Ils arrivent, ils sont dans la voiture, et donc ils descendent, personne. Petit à petit, les gens qui étaient dans ce train vont sortir. Il va rester sur le quai de la gare 3 personnes qui n'ont pas le droit d'y être. Quand ma mère raconte cette histoire, on est resté des heures entières. Non, maman, t'es pas resté des heures. Il y a papa et il y a Jacques qui sont là pour témoin. Il a eu un peu de retard. Quand on a peur, quand on est dans l'illégalité, 1 minute, ça représente 1 heure. Il est venu, il les a pris. Moi, je suis avec 2 de mes sœurs. Nous, on a rendez-vous à Angoulême, au buffet de la gare. On arrive à Angoulême, on est au buffet de la gare. Dès que le train a quitté la gare, toutes les issues du buffet de la gare sont surveillées. Gendarmes français, gendarmes allemands, vérification de papier. Certainement que ce monsieur, ce passeur, a peut-être été dénoncé ou quoi que. Alors, vérification de papier, c'est pas grave. On a des faux papiers, on pense même pas qu'ils sont peut-être pas bien. C'est pas ça. Seulement moi, j'ai gardé dans ma poche une carte d'identité avec mon vrai nom. Je faisais partie du Racing Club, un club réputé. J'avais été parrainé par un petit monsieur qui fait partie du Racing Club pour faire des démonstrations de handball.
C'était un nouveau sport et avec les camarades, on allait dans les écoles, dans les lycées, collèges, on faisait des démonstrations de handball. Alors ces faux papiers, avec ce papier avec mon vrai nom est dans ma poche, en même temps que les faux papiers, j'avoue à mes sœurs qui là ne te passe pas la tête, demande d'aller aux toilettes, et puis voilà, ben, c'est ce que je fais. Mais les toilettes, on m'y emmène. Il y a une sentinelle qui m'accompagne. Naturellement, elle n'est pas venue avec moi, elle s'est arrêtée, et moi j'étais normalement à faire ce que j'avais à faire. Mais si je prends cette carte, si je la déchire, c'est du carton, il va entendre, et je me dégonfle, j'ai peur. Je reviens, et j'avoue à mes sœurs, ça n'a pas marché. Et on est dans les couloirs à attendre de rentrer dans les bureaux pour être questionné. Est-ce qu'avec nous, il y avait une dame, ou est-ce qu'elle a entendu ce qu'on disait? Je n'en sais rien. En tous les cas, cette carte qui était là avec mon vrai nom, on va la déchirer. Mais d'accord, déchirer, et qu'est-ce qu'on fait des morceaux de papier? Eh bien, on va les avaler. On va les avaler. D'abord, vous avez du carton dans la bouche. Je ne sais pas si vous avez déjà avalé du papier, un petit papier dans la bouche, le salive, elle va suffire. Tandis que là, quand c'est du carton, ce carton va devenir une boule de papier, et pour avaler une boule de papier, ben, la salive, elle ne suffit pas. Cette dame qui était là, qui nous a écoutés, ou qui était avec mes sœurs, qui dit je ne sais pas, avait une petite bouteille d'alcool. Pourquoi qu'elle avait une petite bouteille d'alcool? J'en sais rien non plus. Et j'ai bu la valeur d'une cuillère à café peut-être d'alcool. J'ai jamais bu, ne serait-ce qu'une petite goutte de vin. Cet effet d'alcool sur moi a été très important parce qu'il y en a qui ont le vin, quand ils boivent, ils ont le vin triste, ils pleurent. Et vous avez ceux au contraire qui le vin gai, qui sont en train de rire. Et bien moi j'ai appris que j'avais le vin gai. Alors c'est à mon tour d'être interrogé. Vous êtes juive? Mais j'aurais dû trembler de peur. Ça y est, on est découvert. Et vous saviez que quand les juifs étaient arrêtés, c'était de la déportation. Donc j'aurais dû trembler de peur. Mais cet effet d'alcool sur moi, eh bien, ah ben voilà, ça y est, vous m'avez baptisé. Et je blague avec ça. Alors, ils nous ont quand même mis en prison. En Angoulême, on est resté en prison. Combien de temps, je ne pourrais pas vous dire. Une journée, 2 journées, 3 journées. Au bout de ce temps, ils nous ont convoqués. On voit bien que vous n'êtes pas juifs. Les juifs sont comme ci, les juifs sont comme ça. Et puis rien qu'à voir votre façon de vous tenir, eh bien, on n'aurait jamais dû vous arrêter. Tant mieux, tant pis, allez, ils nous ont virés et on est bien contents. On est passé par un autre endroit, Chalon-sur-Saône, et là, on a retrouvé le reste de la famille à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, ce n'était pas le lieu final. Aix-les-Bains, c'était pour qu'on se retrouve tous les groupes. On est là tous ensemble, et maintenant, on va se diriger sur Avignon. Ma sœur aînée a des amis à Avignon. Elle leur avait demandé de nous trouver quelque chose. Il faut que ça soit assez grand. La famille est grande, on veut rester ensemble. Ils nous ont trouvé quelque chose à côté d'Avignon, à Montfavet. Un monsieur, il a une grande propriété, il va nous louer son premier étage. On va rester chez lui 3 mois. Pendant ces 3 mois, mon père avait un peu d'argent. Oui, mais l'argent est parti. Et maintenant, il faut absolument qu'on trouve du travail. J'ai 2 sœurs qui sont secrétaires de métier. Moi, je sors de l'école, j'ai fait 1 an des cours commerciaux, j'ai un petit diplôme et j'ai jamais travaillé. Toutes les 3, on cherche, on se renseigne à Lyon, c'est pas une ville industrielle, rien. Mais quelqu'un nous conseille. Vous devriez aller voir à Vedène, c'est à quelques kilomètres d'Avignon. Là, il y a une grosse boîte de Paris qui s'appelle Péchinet, qui, dès le début des hostilités,
à déménager ses bureaux à Vedène. Peut-être que là, vous auriez une chance. On a écouté les conseils, on se retrouve devant le chef du personnel. Mes sœurs, mes mesdemoiselles, n'attendez pas la semaine prochaine, présentez-vous demain matin, vous êtes embauchés. Mais vous, mademoiselle, c'était de moi qui parlais, vous dites vous-même que vous avez un diplôme. Le diplôme, certainement que vous ne vous baladez pas avec, et ça, c'est pas grave, on va vous faire des tests. Les tests, on teste des débutants, on a les nôtres, on les a formés, on n'a pas besoin de vous. Ce monsieur Dassou, peut-être que j'ai la larme à l'œil, peut-être que je suis triste, peut-être que ce monsieur d'un seul coup se rend compte que c'est quand même une période spéciale. Il a 3 jeunes filles devant lui, il va changer d'avis. Allez, on vous garde aussi. On est 3 à travailler dans les bureaux. Mon père, dans Avignon, on se promène, il se renseigne, est-ce qu'il y a possibilité, vous vous rappelez, j'ai 2 sœurs qui font les marchés, est-ce que c'est possible, est-ce que... Mais oui, naturellement c'est possible. Et attention, il vous faut une autorisation. Une autorisation, ça s'appelle une patente. Quand vous aurez la patente, eh bien, il vous faut de la marchandise. Quand vous aurez la patente, la marchandise, il vous faut du matériel. Quand vous aurez tout ça, eh bien, tous les jours de la gare d'Avignon partaient des cars qui allaient dans les endroits. Alors, est-ce que c'est exactement ce que je dis? Je n'en sais rien, je ne me rappelle plus. Et le lundi, c'était Cavaillon, mardi, Carpentras, mercredi. Tous les jours, il y avait un endroit différent. Les forains partaient de la gare d'Avignon pour aller dans ces lieux-là. On aurait même pu travailler le dimanche, parce que le dimanche, c'était sur Avignon. On va faire ça jusqu'en 1943. En 1943, la France est complètement occupée. Cette grosse boîte qui nous embauchait n'a plus de raison d'être. Ils vont rentrer sur Paris et nous, on va rester à Avignon. Mais à Avignon, l'aînée des sœurs qui travaillaient dans les bureaux, son mari avait déjà commencé à faire les marchés. Elle va le rejoindre. Et nous, les 2 plus jeunes, eh bien, le maire d'Avignon était rentré en communication avec mon père, ou plutôt mon père avec lui. Ils avaient sympathisé. Ce monsieur, mes sœurs, il leur avait procuré chacun un petit logement. À nous, une maison en plein centre d'Avignon, et il nous avait procuré des places sur les remparts. Tous les jours, on déballait le matin sur les remparts. C'était toute la journée. On rentrait le soir avec les invendus. On a fait ça jusqu'en mars 1944. Mars 1944, on est encore en plein hiver. Mais par contre, on est dans le midi. Il y a des journées d'hiver ensoleillées. Mais ces journées d'hiver ensoleillées, c'était les premiers rayons du soleil qui étaient là et qui commençaient vraiment à chauffer. C'est l'heure d'aller déjeuner. Actuellement, on était 2. Ma sœur était la veille partie la première, et bien le lendemain, c'était moi qui partais la première. Ce 13 mars, on est 3. Une cousine et une grande cousine. Alors, qui va partir la première? Toi, moi, elle, on tire au sort. C'est Ginette qui doit partir la première. Mais Ginette, elle est grassouillée. Ginette, elle est rondigarde. Ginette, elle veut faire du régime, elle veut maigrir. Elle n'a pas de volonté. Eh bien, ce 13 mars, toutes les conditions sont remplies pour que je reste à l'étalage. Il y a du soleil, à cette heure-là, il n'y a pas beaucoup de clients, je me vois en train de bouquiner ou en train de me dorer au soleil. Je donne mon tour à ma sœur et ma cousine. Moi, aujourd'hui, je ne déjeune pas. Prenez ma place. Elles vont prendre ma place, elles reviennent au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure, en me vantant les qualités du repas. Moi, je suis très gourmande. Non, je ne peux pas laisser un repas comme ça. Tant pis pour ma ligne, je vais déjeuner. En route, j'avais rien trouvé de spécial, et je ne regardais pas non plus. J'étais dans des pensées, je ne sais pas après quoi. J'arrive devant la maison, ça, je suis sûre et certaine
il n'y avait rien. Mais même s'il y avait eu quelque chose dans la maison, je ne me serais pas inquiétée et je serais quand même rentrée. Je suis à la maison, il y a 3 personnes, 3 messieurs que je ne connais pas. Sur la droite, un monsieur, je le vois de profil, je le vois de dos, il est habillé normalement, je ne me pose pas de questions. Par contre, sur sa gauche, il y a 2 messieurs. Et ça, ces messieurs, c'est même pas la peine que je demande qui ils sont. On les reconnaît. Manteau de cuir, chapeau de cuir, la Gestapo est à la maison. Et ces messieurs de la Gestapo savaient qu'ils faisaient tellement peur à tout le monde que même quand il faisait très très chaud, et dans le midi il fait chaud, et bien en pleine canicule, ils ne retiraient pas leur manteau, ils ne retiraient pas leur chapeau. Tout le monde tremblait devant eux. Eh bien la Gestapo est là, et devant eux, vous avez les photos, vous avez mon père, il avait 61 ans, vous avez mon petit frère, il avait 12 ans, et vous avez mon neveu, il avait 14 ans. À l'époque, il n'y avait pas de cantine. Les enfants qui étaient loin de leur lieu d'habitation, eh bien, ils emmenaient leur gamelle, ils emmenaient leur casse-croûte. Mon frère, mon neveu, on n'est pas loin, ils rentraient déjeuner à la maison. Ils sont rentrés déjeuner à la maison, ils ne sont jamais repartis. La Gestapo est là. Qui a prononcé le mot juif? Est-ce que c'est mon père? On nous a dénoncé, ils viennent nous arrêter parce qu'on est juif. Est-ce que c'est la Gestapo? Vous êtes juif, on vient vous arrêter. Moi j'entends le mot juif. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a été interrogé, quand on a passé la ligne de démarcation, on a dit qu'on était juifs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont mis en prison et au bout de quelque temps, ils nous ont relâchés. Moi, je crois que ça va être comme ça. Eh bien, c'est pas du tout comme ça. Parce que la Gestapo connaît les coutumes chez les Juifs. Quand un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. On est dénoncé parce qu'on est juif. Moi, je dis qu'on n'est pas juif. Ils vont contrôler. Ils n'ont pas fait ça long, ils ont emmené papa, Gilbert, Jojo, dans la cuisine, ils ont fait des culottés, ils étaient circoncis, ça veut dire que ceux qui nous avaient dénoncés avaient raison. Immédiatement, devant la maison, il y avait des tractions avant. Les tractions avant, c'est le moyen de locomotion de la Gestapo. Ils nous ont jetés dans la première voiture qui était là. Mais dans la première voiture qui était là, j'ai aperçu derrière un jeune homme. Ce jeune homme, mademoiselle, depuis quelques jours, vous avez devant vous un jeune homme qui passe, il vous fait des sourires, il ne vous parle pas, mais il vous fait des sourires. Alors, à quoi pensez-vous? Non, c'est. Je pense que. Allez-y, je vous écoute. J'aurais pensé la même chose, lui, qu'il est gentil, qu'il me veut du bien, il me veut du bien. Ah bon, tout ça, tu me dis, toi. Tu vois un jeune homme, tu ne le connais pas, il te veut du bien. Peut-être, tu as raison. Est-ce que quelqu'un pense comme. Est-ce que quelqu'un pense différemment? Oui? C'est spécial quand même. Comment? C'est spécial, c'est étrange. Ah, ben oui, toi, tu es un jeune homme, alors naturellement. Nous, on est à l'étalage. Ce jeune homme passait devant nous, il nous faisait des sourires. Eh bien, un jeune homme qui fait des sourires à des jeunes filles, c'est parce que vous ne lui déplaît pas. Donc, il drague. Et quand j'ai vu que ce monsieur faisait partie de la Gestapo, j'ai toujours cru que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées aussi. Quand j'ai eu la chance de revenir, elles m'ont raconté ce qui s'était passé. Une dame avait vu qu'on était arrêtés, elle était venue les retrouver sur les remparts, elle les avait prévenus qu'on était arrêtés, elle les a emmenés dans une chambre
connaissait ou qu'elle avait, elles y ont passé la nuit, et le lendemain matin, elle est venue les rechercher, et avec le reste de la famille, elle les a emmenés dans un petit village à côté d'Avignon, où il y avait beaucoup de résistants qui étaient là, et ces résistants ont pris la famille en charge. Nous, on est arrêtés, on va passer la nuit en prison à Avignon, le 13 mars. Le 14 mars, on va nous réveiller, vous ne restez pas là. Un quart est là, il est plein de juifs qui ont été arrêtés il y a 8 jours, il y a 15 jours, il y a un mois, pour ci, pour ça, et on va tous aller en prison à Marseille. Arrivé en prison à Marseille, là on va être séparés, les enfants vont aller avec leur maman, et puis les hommes vont être d'un autre côté. Et vous avez trouvé le groupe on descend des voitures, et vous avez des groupes qui sont là. Bon, bah, si vous les trouvez, c'est pas grave. Alors, on est maintenant sur le quai d'une gare. Vous avez, en prison, on va y rester du 13 mars. Le 14 mars, on va aller à Marseille. Et à Marseille, on va y rester jusqu'à fin mars. Et fin mars, on va nous diriger sur Paris. Tous les juifs qui étaient arrêtés savaient que c'était pour aller dans un camp de travail. Et ce camp de travail, on savait qu'avant d'aller dans ce camp de travail, on passerait par un endroit comme ici. On était tous au courant de ça. Donc, on est le 13 mars, on est sur le quai de la gare, il y a un train qui est là. Tous les wagons, vous l'avez montré? Tous les wagons sont ouverts, mais vides. À quoi pensez-vous, mademoiselle? Oui. Vous allez voyager, vous allez partir travailler, vous avez devant vous un train, tous les wagons sont ouverts, mais vides. Vous allez montrer? Oui. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'ils vont mettre les personnes dedans. Qu'ils vont mettre les personnes dedans. Ah bon, ça ne vous étonne pas vous êtes habitués, vous, à voyager dans des wagons vides? C'est bizarre. Non, eh bien non. Moi, je ne pense pas qu'on va mettre des personnes dedans. Moi, je me dis, ce train est un train pour mettre de la marchandise, pour mettre des animaux, eh bien, il va partir. Et puis, il va y avoir à la place un train qui va arriver avec des wagons 3e classe. À l'époque, il y avait 3 classes. On a toujours voyagé en 3e classe. C'était des banquiers en bois. Eh bien non, vous avez raison, ce train avec des wagons vides, ouverts, on va nous pousser pour être dans ce wagon. Il faut faire vite. Comment on a fait pour monter dans ce wagon? J'avoue franchement que je ne m'en souviens pas. Vous avez un wagon comme ça qui est exposé à Drancy. On peut monter dedans, mais pour monter dedans, il y a une espèce de rampe et c'est facile. Mais je ne crois pas que dans chaque wagon, les nazis ont pensé à mettre des rampes. À l'époque, j'étais jeune, c'était pas dur pour moi de sauter dans un wagon, c'était pour ça que je ne m'en rappelle pas. Ça serait maintenant, je crois que je me souviendrai. Alors, on est dans les wagons vont être fermés et cadenassés même, et on va découvrir les lieux. Nous, on est dans un endroit sombre, pas complètement noir, mais sombre. Pourquoi sombre? Parce qu'il y a des fenêtres sur le côté de ces wagons, mais les fenêtres ont des volets. Et ces volets sont fermés, et malgré tout, il y a quand même un petit peu de lumière, un petit peu d'air, parce que c'est la base des volets et tout. Vous avez montré les volets, vous avez montré la base des volets, donc l'air et la lumière passent par là. On va commencer à s'installer. Quand on a quitté Drancy, on devait avoir sur des bagages ceux qu'on avait, et obligatoirement une couverture
sur le bras gauche. Donc on a tous une couverture sur le bras gauche. Normalement c'est pour s'asseoir dessus. Et mon père avait beaucoup maigri et il était content de me montrer que la couverture sur le bras gauche, il l'avait, mais en même temps, il avait mis dans son pantalon 2 couvertures. Donc lui, il est assis sur 3 couvertures. Le train démarre, à un moment donné, la nature est là, on a besoin de faire ses besoins. Dans le wagon, aucune porte. Ça veut dire qu'il n'y a pas une cabine pour faire ses besoins. Alors, quand on y a montré, il y avait une espèce de seau qui était là. Ben maintenant, on a compris que ce seau qui nous gênait, c'est pour faire les besoins. Mais on ne va pas faire les besoins devant tout le monde. Eh bien, avec les couvertures qui ont été en trop, comme avait fait mon père, certains les ont donnés, et les hommes, je ne sais pas comment ils ont fait, mais on a quand même isolé ce lieu. Isolé, mais attention, l'odeur était là et le bruit était là. Le train démarre, on a des besoins. Les gens qui étaient assis à côté de ce seau ne se rendaient pas compte de ce qu'ils allaient avoir comme inconvénient. Et quand les seaux a commencé à se remplir, quand il y avait des secousses, ils recevaient des éclaboussures, c'était pas très agréable. Donc, à un moment donné, ils n'acceptent même plus qu'on s'approche ou nous chasse. Ah oui, mais on a des besoins. Comment on fait? Eh bien, c'est parti dans la culotte. Alors, imaginez l'odeur. Nous, on a un wagon, il n'y a pas d'air. On a fait des besoins sous nous. L'odeur, c'était affreux. Le train s'arrête. Les portes vont être déverrouillées. C'est un moment super agréable. Un air froid, très froid, pénètre dans le wagon. En un quart de seconde, cette mauvaise odeur disparaît. La mauvaise odeur disparaît, mais quelqu'un monte dans le wagon et il pousse. Les femmes voulaient habiller les enfants, on leur avait enlevé les chaussures. Il y avait des femmes qui avaient des bagages, elles voulaient récupérer leurs bagages. Il faut tout laisser dans le wagon et il faut descendre. Je suis prête à sauter sur le quai, assise sur le sol du wagon. J'entends des hurlements, des commandements. Moi, je ne comprends pas un mot d'allemand. J'interroge autour de moi, qu'est-ce qu'ils disent? Le patois des Juifs des pays de l'Est ressemble beaucoup à l'allemand. Donc, des personnes comprennent et on me traduit. Les personnes qui sont malades, les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui n'aiment pas marcher. Le train s'est arrêté, ce n'est pas le cas. Il va falloir marcher, ça va être difficile, c'est en plein champ. Alors, pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui sont fatiguées, pour les personnes qui n'aiment pas marcher, ils nous ont mis à notre disposition des camions. On les voit, les camions. Moi, j'entends ça. Papa, Gilbert, prenez le camion. Eh bien, papa, Gilbert, bon, écoutez, moi, je voulais leur faire un petit bisou avant de partir. Ils sont déjà partis. Pas grave, sans arrêt, ces messieurs. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous allez toujours. Ah, moi, je ne m'inquiète pas. Maintenant, ça y est, on est en rang et on va atteindre le camp. On est dans un chemin, on est à travers champs. Ça a été pénible, c'est vrai, de marcher. Et maintenant, on aperçoit dans le chemin, devant nous, des cheminées, de la fumée. Vous vous rappelez, je vais dans un camp de travail. Dans ce camp de travail, il y avait ou l'usine ou les champs. Et bien là, voilà l'usine, elle est devant moi, la fumée, les cheminées, et puis le champ, et ben, je suis en train de les traverser. Et maintenant, je suis dans le camp. Alors moi, je voyais un camp, je voyais un lieu pour loger les ouvriers, et puis l'usine. Ben, l'usine, elle est là devant moi, mais le lieu pour loger les ouvriers, là, c'était
pas du tout ce que je pensais. Moi, je voyais un lieu, puis c'est tout. Et là, c'est à perte de vue des baraques. Montrez les baraques, s'il vous plaît. Les baraques. Les baraques, les baraques. Vous n'avez pas trouvé de baraques? Eh bien, c'est pas moi. Ah, d'accord, pardon, excusez-moi. Elle me lui montre, moi, je n'ai pas besoin de moi. Alors, les baraques, les baraques, les baraques, à perte de vue. Bon, alors, c'est un grand travail. Mais ce qui me chiffonne, c'est pas les baraques, c'est pas la quantité de baraques, c'est que ces baraques sont entourées de murs de barbelés. Et ces murs de barbelés sont entrecoupés de petits monuments, de petits bâtiments. J'apprends que ces petits bâtiments, ces petits monuments, ça s'appelle des miradors. Et vous avez des miradors tous les 20-25 mètres avec des soldats dedans. On les voit, ces soldats. Ils ont mitraillettes dirigées à l'intérieur du camp. Et puis il y a d'autres miradors. Et ces miradors sont plus éloignés les uns des autres et on aperçoit des silhouettes de soldats avec des jumelles. J'ai jamais été dans un camp de travail, je ne les voyais pas comme ça, bon, ben c'est comme ça. Et maintenant, on est dans le camp, on va nous emmener en direction d'un bâtiment. Je crois que c'est le seul à Birkenau qui est comme ça. La plupart, ce sont des baraques en bois ou en briques. Et celui-là est en pierre. On va rentrer dans ce bâtiment. Il est divisé en plusieurs salles. On va rentrer dans une salle. Elle est vide, pas complètement, parce qu'il y a des tables parallèles à un mur. Et derrière ces tables, il y a 2 femmes par table. On est devant. Il faut se mettre en rang. Ces messieurs demandent quand un rang, eh bien, il faut qu'il soit impeccable. C'est-à-dire que les talons trop en arrière, les doigts de pied trop en avant, on nous pousse pour être bien rangé, on est rangé à l'ordre. Et les autres arrivent. Déshabillez-vous. On enlève le manteau. Ça ne suffit pas. Schnell, ça veut dire vite, ça veut dire qu'il faut encore enlever autre chose, alors on enlève ce qu'on a, on enlève ci, on enlève ça. On est en combinaison. À l'époque, toutes les femmes, entre leurs sous-vêtements et le vêtement qu'elles avaient dessus, portaient une pièce qu'on appelait combinaison. Eh bien, on est en combinaison, il faut l'enlever. Alors on est en culotte et soutien-gorge. Ça ne suffit pas. Il faut enlever la culotte et le soutien-gorge. Jusque-là, vous ne m'avez pas entendu parler, on a reçu des coups, non, pas du tout, que des hommes. Alors maintenant, on est nus, moi j'ai pas vu de soldats, j'ai vu que des femmes, mais ces femmes, je ne les connais pas, et je suis nue devant elles, et je suis malade de honte. Je n'ose regarder personne, j'ai 2 mains, je me cache les seins, je me cache le sexe, j'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied, mais de temps en temps, j'ouvre les paupières et j'ai découvert qu'il y avait des corps de femmes, pas comme le mien. Il y en a qui ont des ventres comme ci, il y en a qui ont des seins comme ça, il y en a qui ont des cuisses comme ci. J'ai découvert qu'on n'était pas tous pareils. Maintenant, je suis devant la table où il y a ces 2 femmes. Il y en a une, elle a un registre. Est-ce que c'est moi qui ai marqué mes coordonnées? Est-ce que c'est elle? Mais l'autre, qui était à côté, alors que j'étais en train de me cacher les seins, prend mon bras, dont je suis complètement nue devant ces 2 femmes, et c'est affreux, et elle me met un numéro. J'ai des copines, elles ont frotté, non, ça part pas. Il y en a, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que t'as fait mal? Est-ce que c'est... Et moi, je m'en fous de mon numéro. Je suis nue, et c'est affreux pour moi d'être nue, même si j'ai pas vu d'homme, mais je suis nue devant des femmes que je ne connais pas, et je suis malade de honte. Alors maintenant,
vous avez un socle qui traverse la baraque. Ce socle est percé de trous. Quand on arrive devant cette baraque, les gens ne sont pas encore tous partis. On voit des femmes côte à côte, dos à dos, en train de faire leurs besoins ensemble. Pour moi, c'est le comble de la haine. Comment ces hommes, que l'on dit artistes, comme on dit, ils aiment les arts, et comment ces hommes, par haine, ont-ils eu l'idée de faire ça? Alors vous êtes côte à côte avec, et dos à dos avec des personnes. Moi, je suis là, dans la baraque, et qu'est-ce que je vois dans mon coin de mire? Une femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle horreur! Elle est en train d'uriner dans ses mains et elle se frotte les mains avec ses... Mais elle est dégoûtante, elle est différente. Elle a le droit à tous les noms d'animaux que je connais. Et à côté, il y a quelqu'un, je croyais que c'était une statue. Mais non, c'est pas une statue, elle bouge. Elle avait baissé sa culotte naturellement. Et elle, je voyais les vertèbres, elles avaient l'air de sortir de sa peau tellement elle était maigre. Je voyais le bassin, je me voyais à mon cours de sciences naturelles quand j'étais gamine et qu'on me montrait une planche de sciences naturelles avec un corps comme ça. J'ai eu des explications pour l'une et pour l'autre. Celle qui était en train de se laver les fesses avec ses urines, elle essayait de se sauver la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une sélection quand on est descendu des wagons. Vous êtes rentré dans le camp, on vous a sélectionné parce que vous étiez capable de travailler. Celles qui n'étaient pas capables de travailler parce qu'elles étaient trop maigres, elles sont parties tout de suite enfumées. Mais quand on rentrait dans le camp, la mauvaise nourriture, le travail, eh bien c'est qu'on devenait aussi des cadavres. Et quand il y avait une sélection, quand ils nous voyaient nus, quand ils voyaient un corps avec très maigre, c'était même pas la peine de poser des questions. Quand on voit une personne aussi maigre, eh bien ça veut dire qu'elle n'est pas capable de travailler. Eh bien si elle n'est pas capable de travailler, on va la tuer. Et ces personnes très maigres, alors ça n'a rien à voir avec la religion, mais on les appelait des musulmans, des musulmanes. Pourquoi? Parce que man, en allemand, ça veut dire humain, et puis musel, un malade, un être humain malade, dans le camp, c'était devenu musulmane. Ça fait que quand, avec des déportés, vous parlez de musulmane, on ne voit pas la religion. Pas du tout. On voit une personne très maigre. Et cette personne qui était en train de se laver les fesses avec ses urines. Dans le camp, on était tellement dans la saleté, tellement dans la crasse, une moindre petite griffe devenait un abcès affreux. Et quand il y avait une sélection, si les soldats qui nous surveillaient voyaient quelqu'un avec un abcès comme ça, ils savaient très bien qu'elle ne pouvait pas travailler, donc c'était la chambre à gaz. Et il était dit que dans les urines, il y a de l'ammoniac, que cet ammoniac cautérisait les plaies superficielles, et cette femme qui m'écœurait parce qu'elle prenait ses urines pour se laver les fesses, eh bien, elle essayait de se sauver la vie, et moi aussi j'en ai fait autant. Alors maintenant, on est rentré dans le camp, on nous a habillés, on nous emmène dans les baraques où on va vivre. À Drancy, on dormait dans des salles. Certains, il y avait des lits superposés. D'autres, on dormait par terre sur des matelas. Mais chacune avait un matelas, chacune avait un lit. Là, on arrive, on est dans une baraque, il y a des espèces de niches qui sont là. La dame qui nous reçoit dans sa baraque commence à faire un discours d'accueil. C'est moi qui suis le maître à bord. Si vous acceptez les ordres
on fera bon ménage, mais si vous ne les acceptez pas, vous êtes ici pour ne plus en sortir. Alors, un peu plus tard, j'ai le droit de vie ou de mort sur vous. Personne n'a écouté ce discours. On était en train de voir qu'elle nous emmenait dans des espèces de niches. Ces niches, elles sont beaucoup plus petites que ces tables. Et on était là-dedans, on était 6. Elle nous explique qu'on ne pourra pas dormir 6 côte à côte, donc on est 3 dans le fond, 3 au bord. Pourquoi dans le fond, pourquoi au bord? Parce que ces niches, qu'on appelle des kogas, se font face à face. Donc, face à face, il y a une espèce de petite allée au milieu, et moi je suis contente parce que je couche au bord de cette allée. Donc moi j'ai de l'air. Celles qui sont dans le fond, elles n'ont pas d'air. Alors on est couché, on est habillé, on ne doit pas tout habiller, même si les affaires ne sont pas bien, on va les retirer. Alors on enlève les affaires, il n'y a rien pour accrocher les affaires. Donc on va les plier, on va les mettre sous nos têtes. Mais sous nos têtes, on a les chaussures aussi. Parce que vous ne pouvez pas dormir avec des chaussures, vous en avez qui sont... Enfin, alors, on enlève les chaussures, on plie les vêtements, on les met sous nos têtes. Je peux dire que le premier jour, j'apprends que j'ai envoyé mon père et mon frère à la mort. Mon neveu n'avait pas 15 ans, j'apprends que ceux qui... Au fait, est-ce que... Quel âge vous? Quels sont ceux qui ont moins de 15 ans? Il y en a beaucoup. Vous la voyez? Ils sont lycéens. Il y en a quelques-uns qui ont moins de 15 ans. Bon, et bien les moins de 15 ans, ils sont morts. Les nazis estimaient que moins de 15 ans, on n'était pas capable de travailler. Donc tous ceux qui avaient moins de 15 ans, on les tuait. Mais comme on n'a pas de carte d'identité, eh bien, les moins de 15 ans, c'était l'apparence. Si tu as moins de 15 ans et que tu es costaud, eh ben, tu crois que tu as plus de 15 ans, tu rentreras dans le camp. Et par contre, si tu as 16 ans et puis que tu n'es pas très costaud, eh ben, on va croire que tu as moins de 15 ans et toi, on va te tuer. C'était 15 ans et pour les plus vieux, 45 ans. Donc, les femmes qui avaient plus de 45 ans, on les tuait. Celles qui avaient moins de 15 ans avaient une chance de rester en vie, mais là, pareil, il n'y a pas de carte d'identité, donc c'était l'apparence. L'apparence, voilà, 15 ans, 45 ans pour les femmes, les hommes, c'était 15 ans, 50 ans. Maintenant, on va travailler, on est dans un baraque, il y a des espèces de cases où on va dormir. Vous avez, quand on a vu la paillasse qui allait nous recevoir, même un chien, je crois, n'aurait pas dormi dedans. Mais les émotions, la fatigue, moi je me suis endormie tout de suite. J'ai l'impression que je n'ai pas dormi, que déjà on nous réveille. Il faut tout de suite être dehors pour l'appel. Naturellement, tout de suite. On a enlevé les chaussures, il faut les retrouver, on s'est déshabillé, il faut retrouver le temps de se rhabiller, eh bien, on n'était pas assez rapide. On a tous reçu des coups. Eh bien, ce qu'on apprend, c'est qu'on n'avait pas à se déshabiller. Donc, je me suis déshabillée une fois, et tout le reste du temps, je travaillais avec les affaires, je dormais. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans mes souvenirs, je ne vois pas les gens avec des vêtements froissés, sales, non, parce que comme on travaillait dans la terre, il n'y avait pas de taches de graisse, on ne pouvait pas, on n'a jamais mangé de gras, mais ça devait être sale quand même. Et bien, dans mes souvenirs, je ne vois pas les gens qui sont sales. En attendant, maintenant ça y est, on est habillé et on va travailler. Alors, pour le travail, au début, on est en quarantaine. Alors, quarantaine, on pourrait croire que c'était pour éviter les maladies contagieuses. Non, la quarantaine, c'est pour vous apprendre ce que c'est être dans un camp d'extermination. Je peux vous dire qu'on a appris tout de suite. La première corvée qu'on a fait
pour le travail, tout de suite, on a compris que ça sera un endroit très, très, très dur. Je me souviens, il faut des volontaires pour faire un travail. Comme ce n'est pas obligatoire, il n'y a pas de volontaire. La CAPO va vous choisir pour travailler. Comme elle va vous choisir que vous n'étiez pas volontaire, elle va vous prendre et elle va commencer à vous frapper. Je me souviens toujours, je suis à travailler avec une dame, elle nous a choisis, elle nous a pris, elle nous emmène devant une espèce de tas de pierres. Elle nous a d'abord emmenés dans un endroit où il y avait des outils. Elle nous donne une espèce de plateau avec des poignées. Ce plateau est un peu creux et elle nous emmène devant un tas de pierres et avec les gestes, on comprend ce qu'il faut faire. Il faut remplir le trail, ça s'appelle des trails. Il faut courir pour le vider, courir pour le remplir. Alors bon, on exécute. On va remplir le trail. Quand on a voulu le soulever, c'était pas possible, c'était trop lourd. Alors on a commencé à enlever quelques pierres. Puis comme il n'y avait personne qui nous surveillait, à chaque fois il y en avait un peu moins. On était peut-être détendus, ou peut-être qu'on était content de montrer qu'on roulait les nazis, parce que de moins en moins de pierres dans notre trail. On ne savait pas qu'on était surveillés. Il y a une petite jeune fille qui aurait pu être la petite fille de la personne qui était avec moi. C'est elle qui nous commandait. Elle commence à nous disputer. La personne qui est devant moi ne sait pas qu'on n'a pas le droit de parler au supérieur. Par français, je te comprendrai. Elle n'a pas le droit. On n'a pas le droit de parler. Cette jeune furie commence à lever la main pour la frapper. Et ça aurait pu être sa petite fille. Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Elle fait le geste de lui arrêter la main. Eh bien, on n'a pas le droit. Elle lui met une paire de gifles. Mais cette femme est surprise. Et la force de cette furie, elle tombe par terre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Un coup de botte, un coup de schlag. Elles ont toutes ces femmes qui nous commandent, ont des espèces de bâtons. Et va dire que je te frappe et que je te frappe. Elle commence à avoir l'arcade ouverte, elle a la lèvre ouverte, elle saigne. Et bien cette furie continue à la frapper. Et moi j'étais morte de peur. J'avais le trag encore dans les mains, mais les pierres étaient tombées à mes pieds. Je ne savais dire, on ne comprend pas. Alors en allemand, ça veut dire Nix Einstein. Et elle a compris, elle n'a pas compris, j'en sais rien parce que je ne sais pas parler l'allemand. J'arrêtais pas de dire oui, mais j'étais morte de peur. Eh bien, quand elle en a eu marre de frapper, elle l'a remise sur ses pieds et elle nous a obligés courir pour remplir, courir pour vider. Quand on a fini de travailler, cette femme, elle avait la figure, le sang avait séché, les copines qui l'avaient prêté travailler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Et qu'est-ce que vous avez fait aux mains? Vous avez les mains toutes écorchées. Eh bien oui, on a expliqué ce que c'était le travail et ce qu'il fallait pas faire. On a compris tout de suite et après on a compris qu'il faut se laisser frapper, il ne faut rien dire, il faut subir. Alors au début on est en quarantaine, c'est pour nous apprendre la discipline dans le camp et après on va partir. Alors la quarantaine c'est le lager A et on va passer au lager B. Alors là, jusque-là on dormait avec des filles, et bien quand on va passer au lager B, ça va être terminé, les copines c'est plus les mêmes et on va se retrouver dans les mêmes niches. Et là, en principe, quand on est au lager, le camp, on va y rester jusqu'au bout. En principe, quelquefois on a la chance de rencontrer des connaissances, elles ont un travail plus agréable que celui qu'on a, elles vont quelquefois réussir à nous faire entrer dans ce travail plus agréable. J'ai toujours été ce qui s'appelle le Hosen Commando. J'ai toujours travaillé
On a creusé des fossés pour assainir le terrain. On a creusé des grandes fosses. On ne savait pas pourquoi. On a appris, c'était au début, les mortes, on les mettait dans les fosses. Et puis après, ils se sont aperçus que si on mettait les morts dans les fosses, la chair, elle partait, mais par contre, le squelette était toujours là. Donc, il y avait des preuves. Comme les nazis ne voulaient pas montrer ce qu'ils faisaient aux Juifs, et bien, du coup, ils ont fait ces fameux fours crématoires. On a toujours eu peur, quand on était à Birkenau, de partir dans les fours crématoires. J'ai eu la chance de quitter Birkenau en novembre 1944. Je n'ai pas été travailler ce jour-là, ça aurait pu être très grave, et ça a été ma chance. Ce jour-là, je n'ai pas été travailler, il y a un appel le matin, en plein jour, c'est une chose qui ne se fait jamais. Toutes les personnes qui ne sont pas au travail doivent se retrouver à l'endroit où les trains arrivaient. Dans la nuit, un train avait amené des Hongroises, elles étaient déjà parties dans les baraques différentes, et le train était vide. On nous a fait monter dans ce train. Ça a été un voyage encore la même chose, et on était habitués, et maintenant moi j'en ai profité pour dormir tout le temps, et on nous a arrêtés dans un endroit qui s'appelait Bergen-Belsen. Et Bergen-Belsen n'est plus un camp d'extermination, c'est un camp de concentration. Pourquoi qu'on nous a emmenés là, je n'en sais rien. À Bergen-Belsen, on n'a jamais travaillé. Par contre, on nous a changé souvent de lieu, et toujours Bergen-Belsen. J'ai, en février 1945, des personnes, des dirigeants d'usines ont besoin d'employés. Les Allemands qui étaient capables de tenir un fusil sont sur le front, et par contre, il faut faire travailler, les usines, elles doivent tourner. On a besoin de pièces détachées, on a besoin d'armes. Et pour ça, ce sont les déportés qui vont travailler. J'ai la chance d'aller travailler en usine, à Radbourg, à côté de Lucie. Alors là, on est toujours juifs, mais on est quand même mieux considérés que les déportés juifs. Le patron nous accueille, vous êtes juif, vous n'aurez pas le droit de faire ci, vous n'aurez pas le droit de faire ça, et on va nous emmener dans les baraques. Là, c'est extraordinaire, parce que alors qu'on dormait dans des niches à 6, dans une niche, et bien là, on a des lits superposés. On était 2 dans un lit superposé, mais c'était quand même beaucoup plus agréable que d'être à 6 dans une niche. Il n'y a pas de drap, naturellement, mais c'est quand même figure humaine. Ce monsieur nous prévient, vous n'aurez pas le droit de déjeuner le midi parce que vous êtes juif, vous aurez le droit que le soir dans vos baraques, c'est là que vous dînerez, on est prévenu, on le sait. À midi, les ouvriers qui sont là emmènent leur casse-croûte et vont aller à, je dis cafétéria, non, mais à l'endroit où ils peuvent manger. Et nous, on n'a pas le droit d'y aller, on est prévenu, eh bien, ils vont reprendre leur travail, et ce brave homme, quand même, va quand même avoir pitié de nous, et il nous permet d'aller nous reposer. Donc, il y a des draps, il y a des tables, il y a des bancs. Moi, j'ai mon derrière sur un banc, et tout de suite, je commence à dormir. Et il y a des camarades, c'est pas dormir qu'elles veulent. Elles essaient de trouver quelque chose à manger. Et comme il y a eu des personnes qui sont venues manger, peut-être que par terre, il y aura une petite boulette de pain, peut-être que. Et il y en a une, en cherchant, elle découvre la poubelle. Et dans la poubelle, il y a des épluchures dans une poubelle. Elle prend la poubelle, elle le met sur le banc à hauteur. Et là, qui commence à se goinfrer avec les épluchures. Les autres copines, moi je dormais, mais les autres copines, elles ne dormaient pas non plus. Quand elles l'ont vu en train de se goinfrer avec les ordures, elles seront là aussi. Et moi, dans le coup, je vais me réveiller. Et moi aussi, maintenant, je veux ma part d'ordures.
quand les ouvriers, ils nous voyaient mal habillés, ils nous voyaient dans un triste état, et n'oubliez pas, on est juifs, donc les juifs c'est normal, ils sont comme ci, quand ils ont vu que c'était parce qu'on était affamés, je me rappelle, j'aidais avec une Hongroise, on aidait un vieil Allemand à, je ne sais pas ce qu'il faisait comme mieux, il avait une machine, nous on posait une espèce de plaque en métal qu'on badigeonnait avec un produit, cette plaque on la mettait sur sa machine et lui avec un levier il appuyait et la plaque elle devenait, on aurait cru un pare-choc et il n'y avait pas trop mieux. À quoi ça servait, j'en sais rien. Eh bien, ce brave vieil Allemand, quand il a vu qu'on était affamés comme ça, il n'avait pas le droit de le faire, mais il cachait dans sa machine un petit morceau de pain. Ils en manquaient, eux aussi, manquaient de nourriture. Quelquefois, c'était un petit bout de pain sec. Quelquefois, il y avait un petit bout de fromage. Quelquefois, un petit bout de... Peut-être que si je suis en vie, c'est grâce à ce monsieur. On est resté jusqu'en avril 1945 dans cette usine, à côté de Aragon. Les ordres arrivent ce matin-là, il n'y a plus d'usine, terminé. On va nous emmener en train. Nous, on s'est toujours déplacés en train. On va être enfermés dans un wagon et pour certains, ça va être le train de la mort. Enfermés dans ce wagon, à tout moment, il s'arrêtait. Il fallait laisser passer les trains prioritaires, où il y avait une alerte. Les soldats qui nous accompagnaient allaient se mettre à l'abri, nous, on restait sur les voies de garage. Le voyage a duré, je ne pourrais quand même pas vous dire, voyez, mais dans les wagons, des morts, tous les jours, toujours, il y en avait. Il y avait des copines qui n'avaient pas du tout envie de rester à côté d'une mort, malgré leur fatigue, leur faiblesse, elles les traînaient pour les mettre dans un coin du wagon où elles s'entassaient. Moi, j'avais à côté de moi une femme. Je ne lui ai jamais parlé, elle ne m'a jamais parlé. On était côte à côte. Une journée, je la supporte, elle me disait rien, c'était pas, mais moi non plus. Et puis le lendemain, elle commence à me tomber sur l'épaule. Je la redresse une fois, deux fois. Ah non, là elle exagère. 3 fois, réveille-toi, je la secoue. Et bien du coup, elle est complètement tombée sur moi. Elle était morte. Eh bien, personne dans le wagon a su que Ginette était assise à côté du mort. Pas folle. Si les nazis ne nous tuent pas, ça veut dire qu'ils ont besoin de nous. Ils vont se servir de nous comme monnaie d'échange. Si ils ne nous donnent pas à manger, on va être des squelettes vivants. On n'aura aucune valeur. Donc, à un moment donné, quand même, ils vont nous donner à manger. Eh bien, cette morte à côté de moi. Mais non, ma copine, elle dort, donnez-moi sa part, je lui mettrai de côté pour quand elle se réveillera. Voilà. J'ai fait tout le voyage avec une morte. Et les mortes, on en voit tellement, vous savez, qu'on n'est pas du tout ému par une morte. Et malheureusement, maintenant, je reconnais qu'avant d'être ému, je crois que je sais plus ce que c'est. Allez-y, posez des questions. Je suis partie dans mes souvenirs, ça peut durer trop longtemps. Alors, les questions. Il y en a. Aucune question n'est ridicule. Il n'y a pas de question. Est-ce que vous voulez raconter quand vous êtes revenu des camps? Il n'y a pas grand-chose à raconter. Hein. Qu'est-ce que j'ai raconté quand je suis revenu des camps? Vous savez, je raconte tellement que je sais tout ce que j'ai à raconter. Vous êtes passé par Lyon? Laissez-moi reprendre mes esprits, après je vous répondrai. J'essaie. Vous n'avez pas de questions à poser? Allez-y. Mais du coup, vous êtes rentré à quel âge dans les camps de concentration? Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé au camp de concentration? J'avais 19 ans. Je suis rentré dans le camp. J'avais 19 ans. Je suis resté 17 mois. Non, je suis revenu. J'avais
20 ans passés. Quand je suis revenue, j'étais tellement maigre que je me souviens, on m'avait mis sur le dos, alors qu'on était au mois de juin, une veste de soldat. On nous avait rasé parce qu'on était pleine de poux, donc j'ai pas de cheveux, j'ai une veste de soldat sur le dos et je suis en tenue d'hôpital, c'est-à-dire en pyjama. Ça fait que quand on m'a vu arriver, la concierge, je reconnaissais l'immeuble, je rentre dans l'immeuble et la concierge me reconnaît, toutefois elle croit me reconnaître et elle me prend pour mon frère. Oh, Gilbert! Gilbert aurait eu 13 ans et demi, mais le pauvre, il n'a pas eu la chance, comme moi, de revenir. Mais non, je suis Ginette. Alors on me dit, bah, ta mère t'attend. Je monte, je sonne, c'est ma mère qui ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Ginette, elle sait pas ce que c'est que pleurer. Je ne dis pas pleurer. Et ma mère, à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Les gens voyaient les déportés arriver s'ils allaient au cinéma, aux actualités. Maman n'allait pas au cinéma. Maman ne lisait pas les journaux. Elle sait pas ce que c'est qu'un déporté. Et elle m'ouvre. Je suis dans ses bras. La surprise, je pense, est-ce qu'elle a pleuré? Est-ce qu'elle n'a pas pleuré? Je n'en sais rien. Elle m'amène sur le canapé qui est dans le fond de la pièce. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Demain matin, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. On va lui donner des nouvelles de personnes qui sont mortes en arrivant. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va lui donner comme nouvelles? Quand elle était en prison à Avignon, quand on était à Drancy, mais dans le camp, personne ne peut donner des nouvelles parce que personne n'est sorti vivant des chambres à gaz. Donc on va raconter des histoires à maman, elle va croire que son mari, son fils va arriver, à chaque coup de sonnette, elle va dire ça y est, c'est eux. Mais non maman, tu ne les reverras pas. On les a assassinés, on a brûlé leur corps. Qu'est-ce que maman a compris? Qu'est-ce que maman, dans sa tête, a vu quand j'ai dit on a brûlé leur corps? Ben, je ne le saurai jamais. Mais ce que je sais, c'est que j'ai vécu 8 ans avec ma mère. Jamais, 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 une seule fois, elle m'a dit « Mais tu te rends pas compte comment tu m'as annoncé que ton père et ton frère étaient morts de cette façon ?» Jamais. Et moi, jamais je me suis excusée en disant « Je suis désolée, maman, ça a dû être terrible pour toi d'apprendre comment ils étaient morts. » J'ai tellement vu de choses affreuses que maintenant, je vous ai dit, je ne sais plus ce que c'est qu'être ému. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que vous avez toujours... Allez-y, j'écoute. Est-ce que vous avez toujours votre numéro? Oui, oui. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, comme j'ai appris que la guerre était finie, j'étais à Theresienstadt. J'étais très mal en point. Je pensais que j'allais subir une opération. Et dans ma tête, je me voyais sur la table d'opération dire au chirurgien, pendant que je suis endormi, profitez-en pour enlever mon numéro. Je n'avais pas honte d'avoir été déporté, c'était pas du tout ça, mais je voulais pas, j'avais aucun, voire rien du tout, aucun signe qui me rappelle que j'avais vécu cette période. J'ai de la chance, je suis revenue, eh bien, on ne parle plus du tout de cette période. Et j'aurais pas de traces, comme ça, eh bien, jamais j'ai été opérée, donc mon numéro a toujours été là. Mais jamais, pendant des années, je n'ai jamais montré ce numéro.
toujours, l'hiver, on ne m'en parle pas, j'ai des manches, et l'été, le printemps, quand j'avais l'occasion d'avoir les bras dénudés, toujours un pansement qui cachait le numéro. On n'est peut-être pas encore en été, c'est peut-être le début du printemps. J'ai commencé à travailler, je faisais des marchés, je suis à l'étalage, j'ai une blouse qui ne cache pas complètement tout le bras. Je rends le nez à une cliente et elle aperçoit quelques chiffres. Et vous avez peur d'oublier votre numéro de téléphone. J'étais tellement en colère. Quoi, cette femme, elle n'est pas toute jeune, elle ne sait pas qu'il y a eu des camps, elle ne s'en rappelle pas. Mais pour moi, tout le monde savait l'existence de ces camps d'extermination et le tatouage. Eh bien, pas du tout. Encore maintenant, il y a des gens qui ne le savent pas. Il n'y a pas longtemps, je suis chez Joie, je fais de la publicité à l'article, je suis à acheter quelque chose. Quel code, madame? Je réfléchis. Oh, qu'est-ce que je suis bête. J'ai qu'à prendre celui qui est sur mon bras. Qu'est-ce que c'est que ça sur votre bras? Ben, j'ai le numéro. Ben, il me dit, qu'est-ce que c'est? Je dis, vous ne connaissez pas. Pour moi, tout le monde était. Eh bien non, ce monsieur qui n'était pas très vieux, qui n'était pas non plus tout jeune, parce qu'il est tout jeune, ils sont au courant. Dans les écoles maintenant, il y a beaucoup de déportés qui racontent, et je suppose qu'on parle de ce tatouage. Donc, eh bien, lui, il ne savait pas. Et pour moi, j'étais étonnée, c'est pas vieux, hein. Je parle de ça il y a quelques mois seulement. Et ben, j'ai toujours cru que tout le monde connaissait l'existence de ces camps. Et ben non, pas tout le monde, il y en a qui ne savent pas. Alors mon numéro, de toute façon, n'a jamais, au début, lui, été caché. Et puis maintenant, j'avoue franchement que mais personne ne m'a arrêté encore maintenant pour me dire, madame, je vois que vous avez un numéro sur le bras, ça veut dire que vous avez été dans les camps. Je crois que personne, pas tout le monde, n'est au courant. Les familles où il y a eu des déportés, ceux-là savent, mais les autres non. Ben maintenant, je pense que vous, qui m'avez entendu, vous serez des passeurs de mémoire et que vous allez apprendre aux vôtres aussi que ça a existé. J'écoute. Mais allez-y. Vous avez fait combien de camps? Vous avez fait combien de camps? 2? Combien j'ai fait de camps? J'ai jamais compté exactement. Alors, je suis arrêtée, je fais de la prison à Avignon, prison, le camp de Drancy. Du camp de Drancy, je vais aller dans le camp de Birkenau. Le camp de Birkenau, je vais aller à Bergen-Belsen. Et puis je vais être libérée à Theresienstadt. Bon, ça fait combien de temps? 4. Voilà, j'en ai fait 4. Mais le plus terrible, c'est vraiment le camp de Birkenau, parce qu'à Birkenau, on nous a obligés à faire des travaux très durs, et à Birkenau, on était battus. À Bergen-Belsen, je ne sais pas pourquoi on nous a emmenés à Bergen-Belsen, on n'a jamais travaillé, on était mal nourris. À Birkenau, on avait tous un minimum de rations, mais tout le monde l'avait. À Bergen-Belsen, c'était pas le cas. À Bergen-Belsen, il n'y avait pas assez d'officiers, de soldats pour la discipline. Alors on était livrés un peu à nous-mêmes, et celles qui étaient débrouillardes arrivaient à bien manger, alors que ceux qui n'étaient pas débrouillards, dans mon cas, et là on n'avait rien. Je me souviens, il fallait être les unes à Birkenau, quand il y avait une distribution de nourriture, il fallait être les unes derrière les autres, et puis pas essayer de changer de place et tout. C'était vraiment très sévère. À Bergen-Belsen, on pense que c'est la même chose, on est une
derrière l'autre, à attendre une petite ration. Des groupes de filles s'amenaient, 3, 4, 5 ensemble. Elles ne s'occupaient pas de celles qui attendaient patiemment leur tour. Elles se précipitaient, elles plongeaient dans le tonneau où il y avait du pain, et puis elles partaient avec les rations. Donc, les autres qui attendaient patiemment leur tour, ben, elles n'avaient rien. À Bergen-Belsen, vraiment, j'ai souffert de la faim parce qu'on n'avait absolument rien. Si vous n'ayez pas des brouillards, ben vous n'avez rien. À Birkenau, on avait une petite ration, mais on l'avait toute ration. Et qu'est-ce que c'était comme ration? Le matin, vous aviez la valeur d'une espèce de on ne peut même pas appeler ça une tasse, c'était toujours des espèces de boîtes de conserve. Les boîtes de conserve, maintenant, elles sont bien chemisées, on pourrait manger dedans. Hein. Mais à l'époque, les boîtes de conserve, quand elles étaient ouvertes, elles rouillaient. Et ben voilà, on nous servait avec. Alors, vous aviez le droit à une écuelle pour 5. Donc, vous aviez 5 personnes et qui avaient leur ration dans le même récipient. Alors, imaginez, si on avait eu des cuillères, on aurait dit chacun prend 4 cuillères, 5 cuillères, 6 cuillères, chacun prend. Mais là, ce n'était pas le cas. On se passait cette espèce d'écuelle, on l'appelait. Alors, vous avez celles qui ont des grandes bouches, vous avez celles qui ont des petites bouches, vous avez celles qui peuvent rester en apnée plus longtemps que d'autres. C'était la distribution de la soupe, c'était affreux, selon moi. Alors après, on a tous essayé d'avoir une écuelle. Alors comment on se débrouillait, j'avoue franchement, je ne m'en souviens pas, et j'avais réussi quand même à avoir mon écuelle pour moi. Comment on pouvait travailler avec une écuelle? Eh bien, ceux qui avaient les premières écuelles qui étaient là, ceux qui les avaient ont réussi à faire des trous, et alors donc, écuelle veut dire ficelle. Tout ça, c'était des choses qu'il fallait avoir, et pour les avoir, eh bien, il fallait se priver de quelque chose. Alors, on ne dit pas voler, on dit organiser. Eh bien, vous voliez les camarades qui, elles, avaient leur écuelle, qui, elles, avaient leur ficelle. Je n'ai jamais volé personne, et par contre, souvent, moi, on m'a volé ce que j'avais. Alors, on ne dit pas voler, on dit organiser. J'ai eu la chance de quitter Birkenau pour aller travailler à Bergen-Belsen, et ça a été une chance. Bergen-Belsen, on ne travaille plus, et c'est sûr que je vous ai dit, on mangeait très 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 peu. J'ai eu la chance après, à Bergen-Belsen, de trouver des dirigeants d'usines qui avaient besoin d'ouvriers pour faire marcher leur usine, et j'ai pu aller travailler dans une usine à Radboud, à côté de Leipzig, et là vraiment cette période, je pense que si je suis là, c'est grâce à cette période. Alors on est mieux considéré, là c'est le patron, il a des ouvrières devant lui, c'est sûr, elles sont juives, et il a besoin de nous, alors on va être mieux. Alors déjà, primo, on va être habillé, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé, je ne sais pas, de vêtements. C'est ici qu'on a parlé de vêtements. Est-ce que vous savez comment sont habillés les déportés? Oui, on en a parlé. On en a parlé. Bon, donc c'est ici. Donc j'ai le droit d'être habillé avec des vêtements rayés, des vêtements de déportés. On n'est plus habillé comme les juifs avec des affaires abîmées, des affaires sales, des enfants. On peut être habillé avec ces fameuses robes rayées. Et on est considéré comme des ouvrières, on va être mieux traité, et j'ai peut-être un peu de force là. La jeune fille au fond, à côté du mur, Parle fort. Quand elle dit elle est partie de Birkenau parce qu'elle ne travaillait pas, c'est parce qu'elle avait. Elle ne voulait pas aller au travail parce qu'elle ne voulait pas y aller, ou c'est parce qu'elle avait des congés Non, non, du tout.
On l'a transférée. Elle s'est Non, pas... ça c'est moi qui fais les Oh, réponses. pardon. Mais j'avais pas la question. Elle disait pourquoi vous avez été transférée. C'était parce que vous aviez eu des congés, non? Comment, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai été Quand vous avez transférée? été transférée dans l'autre camp. Ah ben c'est le hasard qui a voulu que... Vous savez, on ne demandait jamais d'explication. On nous mettait un outil dans les mains, et ben alors on fera ça, on vous dit d'aller là, vous allez là. Vous n'avez pas à demander des renseignements à qui que ce soit. On vous prend, vous êtes un pion. Voilà. Alors, je ne sais pas, c'est quand est-ce que j'ai... Quand est-ce que je suis partie pour Bergen-Belsen? Non. Pour quelle raison vous étiez parti? Ben, j'en sais rien. On nous a fait partir, on est parti. La question c'est pourquoi est-ce qu'elle ne travaillait pas ce jour-là? Elle sait pas. De quoi? Pourquoi vous n'avez pas travaillé ce jour-là? Ah, Vous avez compté dans le coup. non, c'était pas le... C'est un hasard qui aurait pu me coûter très cher. On m'avait... J'avais quitté le camp où j'étais avec des Françaises et on avait découvert à un contrôle que j'avais la gale. Et la gale, c'est quelque chose de très très contagieux. Et les officiers, les soldats qui étaient là, étaient avec leur famille. Donc s'ils attrapaient la gale, ils amenaient la gale à leur famille et ils n'avaient pas du tout envie de ça. Donc on était surveillés de très près, il y avait des contrôles et un jour on s'aperçoit que j'ai la gale. Habituellement, quand on avait la gale, c'était des chambres à gaz. Seulement à partir du mois d'août 1944, la gale, on va la soigner. Donc moi j'ai la gale au mois de novembre, on va me soigner. Qu'est-ce qui nous soignait? C'était un produit, un liquide anti-galeux. On vous badigeonnait le corps avec ce produit et normalement ça soignait la gale. Eh bien, on me badigeonne avec un produit, en réalité ce produit me lave. Et du coup, ce qu'on prenait pour la gale, c'était simplement de la crasse. Donc, j'ai pas la gale, et ben t'as pas la gale, tu vas travailler. Et j'allais partir au travail, mais jusque-là, on était restés entre Françaises, donc quand je travaillais, il y avait des Français. On n'avait pas le droit de se parler, mais si au moins on avait un mot à dire, on le comprenait. Tandis que là, je suis toute seule, comme Française, je perds le moral. Et comme je perds le moral, j'étais prête à me laisser mourir. Eh bien, pas du tout. Ce jour-là, toutes les personnes qui ne sont pas au travail sont emmenées en train ailleurs. Et si j'avais pas été là, si j'avais pas été démoralisée, si j'avais pas... Eh bien, je serais restée dans le camp et j'aurais attendu en janvier 1945 pour partir. Et ceux qui sont partis en janvier 1945 de Birkenau, ils ont fait la marche de la mort. Et les camarades qui ont vécu ça, je peux vous garantir que quand on les écoute, on se demande comment elles ont pu résister à tout ça. Et ils faisaient des températures sibériennes, c'est-à-dire -20, -25, mal habillées, rien sur le dos. Elles avaient eu le droit d'emmener une couverture, mais cette couverture, avec le poids de la neige ou le poids de la pluie, elle était trop lourde pour leurs épaules. Beaucoup les ont laissées tomber. Elles avaient au pied, c'était des espèces de planches en bois avec une tige en toile qui était coulée dessus. C'était pas fait pour marcher. Au début, elles ont les pieds, elles sont blessées. Petit à petit, elles jettent leurs chaussures. Elles ont marché dans la neige, dans la glace. Les camarades qui racontent ce voyage, moi, des amis, hein. Moi, je dis toujours, comme on me dit à moi, je n'aurais pas supporté. Mais en réalité, on ne sait pas. On ne sait pas comment notre corps peut réagir.
beaucoup de personnes me disent, moi j'aurais pas résisté. On n'en sait rien, on ne sait pas. Le corps est extraordinaire. Il réagit à des choses qu'on ne croirait pas. La preuve, c'est que quand même, il y en a quand même pas mal qui sont. Il y en a beaucoup qui sont morts, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont morts comme. Je vois des mains qui se lèvent, je ne sais pas qui répond, à vous de me dire. Si. Comment vous avez fait pour vous refaire à une vie normale après? Moi, ça a été facile pour moi, parce que je suis rentrée, il y avait ma famille. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me mets à la place des jeunes filles, elles ont résisté à tout ça, elles arrivent, personne, pas de famille. Les appartements, les personnes qui étaient parties, les propriétaires qui avaient des appartements, eh bien, le louaient à qui le voulait. Donc ces filles, elles arrivent, quelquefois elles vont retrouver les adresses, elles vont aller chez eux. Ah mais non, vos parents sont plus là. Ah mais non, je suis chez moi. Ah mais non. Alors il y avait des centres où on s'occupait des personnes qui revenaient. Quand une fille se retrouvait toute seule, eh bien, on s'occupait d'elle, on la soignait. Souvent, il y en a beaucoup qui ont été dans des sénatoriums, et puis, une fois que tu es soigné, allez, débrouille-toi. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Les gens qui nous recevaient faisaient leur travail, et puis c'est tout. Eh bien, moi, ce n'est pas le cas. Moi, je suis arrivée chez moi, j'ai retrouvé ma mère, j'ai retrouvé mes sœurs, on m'a chouchouté, j'aurais pu rester des années sans travailler. Ma mère ni mes sœurs m'auraient dit, dis donc Ginette, maintenant c'est fini, hein. On ne va pas t'entretenir à rien faire. Elle m'aurait laissé sans rien faire. C'est de moi-même, je me suis sortie revenir dans un état où je pouvais travailler. Le docteur qui me soignait, quand je lui ai dit, docteur, maintenant ça y est, j'ai plus besoin de vous, parce que moi je ne savais pas que les déportés, quand elles rentraient, pouvaient être soignés, parce que moi je suis rentrée directement chez moi. J'avais rencontré, quand j'étais à Lyon, moi j'ai débarqué en France, à Lyon. À Lyon, je suis dans un centre d'accueil. Les gens venaient nous voir avec, nous amenaient de la nourriture, nous amenaient des friandises, ils amenaient de l'argent. Il y en a qui allaient en ville acheter ce qu'elles avaient envie. Moi, je suis très mal en point. Je veux même aller à l'hôpital. Donc, je suis dans ce centre d'accueil à attendre qu'on m'emmène à l'hôpital. Les gens venaient nous voir avec des photos. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous croyez? Est-ce que il y en a qui nous donnent de la nourriture, de l'argent. Il y a une dame qui vient, elle veut voir quelqu'un, elle s'arrête devant moi et elle croit me reconnaître. Mais t'es une fille charcassienne, toi? Eh bien oui, elle avait raison. J'étais une fille charcassienne, je m'en rappelais. Cette dame m'a appris que ma mère et mes sœurs n'avaient pas été déportées et même elles avaient récupéré l'appartement que nous avions. Eh bien, l'hôpital de Lyon m'attend encore. Il y avait des trains, j'ai pris un train. À l'époque, il fallait toute une nuit pour aller de Lyon à Paris. J'arrive à Paris, moi je veux aller chez moi. Non, on doit passer dans un centre d'accueil qui a été créé dans un grand hôtel de luxe. C'était, vous l'avez pas là, je crois, l'hôtel Lutetia. Non, mais il est là. C'était un grand hôtel de luxe. Je suis là à répondre aux questions. Les mêmes questions, j'avais répondu déjà à Lyon plusieurs fois. Pourquoi? Parce que nous avons peur que parmi nous se disent des collaborateurs. Donc, les mêmes questions, on compare les réponses. Si on dit exactement la même chose
dans un bureau et dans un autre, ça veut dire que vraiment, on a quand même été déportés. Le tatouage, tout le monde pouvait le faire. Donc, on reconnaît que je suis bien déporté et on dit prévenez vos familles. Et c'est là que j'ai prévenu ma famille. Et 8 sœurs, alors que je suis à l'hôtel Lutetia à les attendre, elles ne sont pas là. Moi, je n'ai pas la patience d'attendre. Il y a des autobus qui nous amènent dans les quartiers où on voulait aller. Je prends l'autobus qui m'amène dans mon quartier. Je reconnais le quartier, je reconnais la rue. Je prends la rue. Ah, elle a changé de nom. Avant, c'était la rue d'Angoulême. Elle est devenue la rue Jean-Pierre Timbaud, un résistant. Je prends la rue Jean-Pierre Timbaud. Maintenant, je ne pourrais pas rentrer chez moi. Pourquoi? Parce que maintenant, les portes cochères sont fermées et il y a des codes. Mais à l'époque, il n'y avait pas de code. La porte cochère était ouverte le matin à partir de 7 h et la concierge la fermait à partir de, je ne me rappelle plus, 9 h du soir, mais je ne me rappelle plus très bien. Donc, je rentre dans cette cour, la concierge est là. La concierge, c'est celle qui était là il y a 3 ans. Elle me reconnaît, elle croit me reconnaître. Oh, Gilbert! Ben, Gilbert, c'était mon frère. J'aurais aimé qu'il soit là, mais ce n'était pas lui, malheureusement. Non, je suis Ginette. Eh bien, ta mère t'attend. Je monte, je sonne à la porte, c'est ma mère qui ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Moi, c'est certain, pleurer, je ne sais plus pleurer. Et ma mère? Ma mère, à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Ma mère n'allait pas au cinéma pour voir aux actualités dans quel état étaient les déportés qui arrivaient. Donc, la surprise d'avoir dans les bras un sac d'os, je ne sais pas exactement. En tous les cas, est-ce que mon maman a pleuré? Est-ce qu'elle n'a pas pleuré? Je n'en sais rien. Elle m'amène jusqu'au canapé qui est dans le fond de la pièce, puisqu'elle est en train de me dire demain, on va me donner des nouvelles de papa et Gilbert. Et papa Gilbert, vous savez bien, ils ont été tués tout de suite. C'est moi qui leur ai dit de monter sur les canons. Et je sais très bien qu'ils ont été dans les chambres à gaz. Et je sais très bien que personne n'est sorti vivant des chambres à gaz. Donc, les gens qui vont donner des nouvelles de papa et Gilbert, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'ils les ont rencontrés, mais ils les ont rencontrés où? En prison à Lyon, en prison à Marseille, en prison à Drancy, et après, c'est fini. Donc, à un moment, on ne peut pas lui donner des nouvelles de papa et Gilbert. Et donc, moi, je suis en colère. Mais non, maman, tu n'auras pas de nouvelles de papa et Gilbert. On les a assassinés, on a brûlé leur corps. Jamais je ne saurais quelle image, à un moment, d'avoir appris brûler leur corps à la Nouba, comme vous voyez Jeanne d'Arc, je suppose. Mais jamais j'ai eu de remords. Au moment où je lui ai rendu service, elle a su qu'ils étaient morts, et puis les morts, bon, bah c'est tout. Les morts, on ne peut plus. Bah, voilà, moi j'ai plus de réaction, je sais plus ce que c'est d'être ému de quoi que ce soit. Donc, maman a encaissé le coup, et moi j'ai même pas eu un seul instant un remords. Et puis, maman est décédée, un an, 2 ans peut-être toute seule. Je rencontre un jeune homme, on se marie, et c'est seulement quand j'ai eu mon fils dans les bras que j'ai eu des remords. Sinon, avant, pas du tout. Merci, Juliette. Il n'y a pas de quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que vous entendez sur cette période, ne dites pas que c'est exagéré, ça n'a pas existé. La haine des nazis était tellement forte qu'ils auraient fait n'importe quoi pour nous tuer. Et c'est pour ça que je viens dans les établissements scolaires, pour vous dire attention, attention. Dès que vous parlez de quelqu'un, ça veut dire que vous les voyez différents de vous. Et en réalité, qu'on soit de n'importe quelle origine, on est simplement des êtres humains, et puis il faut s'accorder et s'accepter.
Je ne dis pas d'aider, mais accepter. Merci. Mais en réalité, c'est moi qui dois vous applaudir, parce que maintenant, c'est vous les passeurs de mémoire. Il faut raconter pour pas que ça recommence. Alors, merci à la presse. Merci.